En fait, on ne sait pas voir. Tout le monde a fait l'expérience. Vous allez dans un musée, vous voyez un tableau, et la première chose que vous allez faire, c'est regarder le cartel pour lire le nom du peintre, le titre de l'œuvre, l'année, tout ça. Puis après, vous revenez au tableau, vous dites ah oui, c'est un Velázquez, d'accord, c'est donc ça Velázquez. Et en fait, vous voyez le tableau à travers le mot Velázquez et à travers ces informations, donc à travers le langage. Et donc, vous perdez complètement de vue le rapport à la vision. Ce que vous voyez, c'est des mots, et vous essayez de faire coïncider ce que vous voyez avec les mots que vous avez en tête. Et moi, mon livre, il plaide pour l'idée, si vous avez une émotion devant un tableau, quels que soient les mots que vous avez en tête, essayez de mettre vos propres mots. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir au sein de Réseau l'École de Méditation. Bonsoir Grégoire. Merci Bonsoir. d'être présent parmi nous pour cette dernière rencontre co-organisée avec le média culturel Zone Critique. Donc dernière rencontre de l'année et je suis vraiment très très heureux de vous accueillir ce soir Grégoire pour la parution de votre ouvrage Le syndrome de l'orangerie. Donc je suis très heureux et je savais que j'avais plusieurs centaines de pages à bien maîtriser avant de faire cette rencontre, puisque vous nous avez plutôt habitué à des récits fleuves, du dossier M. Ai-je habitué les gens à des 900 pages ou à des 2000 pages? Ai-je habitué? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question. Malgré tout, le dossier M, paru en 2 volumes chez Flammarion en 2017 et 2018, était plutôt conséquent, de la même manière que Le cœur ne cède pas. Et votre dernier ouvrage s'intitule Le syndrome de l'orangerie. Et pour entrer dans le vif du sujet, peut-être plutôt que d'épiloguer sur le contenu de ce récit, eh bien, je vous propose peut-être de nous lire la première page pour qu'on puisse vraiment d'emblée entendre votre langue et puis savoir un peu de quoi il en retourne. Alors, juste un petit mot sur le fait d'avoir effectivement publié un livre qui fait 2000 pages, un autre qui fait 900 pages. Généralement, c'est la première chose qu'on dit. C'est-à-dire qu'il est gros ou trop gros. Et moi, je dis, non, c'est vous qui n'avez pas le temps. C'est pas que mon livre est gros, c'est que vous n'avez pas le temps, ce qui n'est pas exactement la même phrase. Voilà, donc moi, je lutte un peu contre la grossophobie littéraire. Voilà. Et par ailleurs, qui a dit que, je sais pas, un roman policier, une histoire d'amour, un essai sur la cuisine thaïlandaise, aller sur les affaires de monnaie, devait faire 200, 250 pages, qui est un peu le standard de tous les livres. En fait, c'est pas la littérature, c'est pas les écrivains qui ont dit ça. C'est, je sais pas, les éditeurs, les libraires, les journalistes qui n'ont pas le temps de lire, etc. Donc, ce standard-là, qui évidemment conduit à standardiser le propos, puisque que vous parliez des salsifis ou que vous parliez d'une histoire d'amour, ça va faire à la fin 250 pages. Donc, cette standardisation, je lutte aussi contre ça. Bref. Je pense que le mieux, c'est effectivement de commencer par lire, parce que le début du livre pose d'emblée les enjeux et le récit à venir. Il y a un petit prologue avant que je saute. Voilà. Je vais vous lire l'exergue, parce que les exergues font partie des livres. Et d'autant plus dans mon cas où moi je joue beaucoup avec les exergues, parce que c'est un terrain de jeu formidable. Alors généralement, les écrivains, dont je fais partie, se la pètent un peu avec les exergues. C'est-à-dire qu'ils trouvent des pensées profondes d'auteurs illustres que eux seuls ont lu. Donc voilà. Et je fais ça aussi. Je peux citer, je sais pas, Borges, Stendhal, Averroès, voilà, des trucs vraiment profonds, mais pas seulement. Par exemple, la deuxième exergue du livre, alors pardon parce que je suis un très mauvais imitateur, mais c'est au moment où je parle de Monet et de la guerre de 14, et donc l'exergue c'est pas ma guerre.
Voilà, c'est Sylvester Stallone dans Rambo. Voilà, parce que Rambo ou Spinoza, en fait, tout ça, ça fait partie de la culture. Il n'y a pas juste la culture soi-disant élitiste, et qui est réellement élitiste, hein, je veux dire, des choses parfois un peu compliquées ou profondes, mais c'est aussi les chansons qu'on entend, c'est les livres, enfin tous les séries qu'on voit, les films, etc. Et c'est tout ça la culture. Voilà, donc moi je m'astreins à ce qu'il y ait toute la culture, dans ce cas-là de plus haut ou de plus populaire, dans mes livres. C'est que le début. Hein. Première exacte, donc, parce qu'elle est au cœur du livre et des enjeux du livre. Et là, que vois-tu? Alors, c'est tiré d'un court-métrage de Jean Eustache. Je ne sais pas si des gens ici connaissent Jean Eustache. Pas tout le monde. C'est là où je vois que je suis vieux. Ce court-métrage s'appelle Les photos d'Alix, et alors je vous le recommande parce qu'on le trouve très facilement sur YouTube. Et c'est quelque chose d'un peu vertigineux à partir d'un dispositif très simple. C'est-à-dire que vous avez Alix Roubaud, qui était photographe, et qui ouvre son album de photos à un jeune homme qui se trouve être le fils de Jean Eustache, mais on s'en fiche. Et voilà, elle lui montre ses photos et elle les commente et elle les explique. Et donc la première photo, alors je dis n'importe quoi parce que je ne me souviens plus des photos exactement, mais c'est là, tu vois, on était à Biarritz, c'est le grand hôtel, on voit la mer, il faisait beau, et là, c'est les rochers, l'artillerie, etc. Et effectivement, sur la photo, on voit Biarritz, le grand hôtel, la mer, il fait beau, etc. Et plus elle tourne les pages, et plus il se passe quelque chose de troublant, c'est que sa façon de commenter les photos coïncide de moins en moins avec les photos qu'on voit. Et à la fin, ça donne, et je dis encore n'importe quoi, donc je sais pas, c'est une photo d'un bar de nuit à Pigalle, par exemple, et elle dit, alors là, tu vois, on était en Italie, on était dans la chambre, ça c'était mon amant du moment, il est tout nu et tout ça, et c'est pas du tout ce que l'on voit. Et là, la question c'est, qui dit la vérité? Est-ce que c'est l'œil ou est-ce que c'est l'ouïe? Est-ce que c'est ce qu'elle dit ou est-ce que c'est ce qu'on voit? Et ce trouble-là, ce vertige-là, à partir d'un dispositif très simple, il est vraiment au cœur du livre. Voilà, bon, je me tais. C'est drôle, ou ce n'est pas drôle, mais l'autre jour, je suis allé au musée de l'Orangerie. C'était il y a pile une semaine. C'était la première fois que j'allais voir les Nymphéas de Claude Monet. Il faut un début à tout. Cela ne s'était jamais trouvé auparavant. Jamais je n'avais vu les grands panneaux de l'Orangerie, vus de mes yeux vus. Et il s'est passé un truc bizarre. J'ai été pris de vertige, d'angoisse. Je me suis senti terriblement oppressé. Cela a été immédiat, tout juste si je n'ai pas fait un malaise. Hein. Ce n'était pas du tout prévu. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, surtout concernant les Nymphéas de Claude Monet. Ce n'est qu'une fois sorti de l'Orangerie, une fois dans la rue à l'air libre, une fois loin des Nymphéas de Monet, que j'ai commencé à me sentir mieux. Voici que je respirais de nouveau normalement, j'étais redevenu léger. Preuve que si mon angoisse disait quelque chose de moi, évidemment, elle disait aussi quelque chose des Nymphéas, puisqu'ils en étaient la cause. Disait quoi? D'où cette angoisse? Quel lien avec les Nymphéas? Que cachait ceci d'angoissant s'il cachait quelque chose d'angoissant? Je ne cherche à convaincre personne, je témoigne simplement d'un choc pictural qui m'a moi-même surpris au point d'aggraver le malaise que j'avais ressenti en me le rendant parfaitement incompréhensible. Que s'était-il passé lors de ma visite à l'Orangerie? Qu'avais-je vu? Voilà. Donc là, vous avez le début du livre, ça pose d'emblée. Donc il va y avoir deux enquêtes. Une première enquête, c'est que cachent les Nymphéas d'angoissant, s'ils cachent quelque chose d'angoissant. Et ça va même se transformer lors de ma visite à, je vais me rappeler encore un autre truc pour les boomers, hein, mais Antonioni, un film d'Antonioni qui s'appelle Blow Up. Voilà, et où il y a un photographe qui prend en photo un parc à Londres, et quand il développe les photos, il aperçoit un truc bizarre sur la photo, il agrandit jusqu'à découvrir qu'il y a un cadavre dans un buisson. Et moi, lors de cette visite à l'Orangerie, la pensée m'a traversé qu'il y avait un cadavre dans les Nymphéas de l'Orangerie. Voilà. Alors,
première enquête, c'est si cadavres il y a, quel est le cadavre dans les nymphéas. Donc là, il y a une enquête sur les nymphéas. Et évidemment, il y a une deuxième enquête, c'est d'où me vient cette angoisse et si c'est moi qui suis taré ou pas. Voilà, parce que de deux choses l'une, hein, ou bien j'ai vu des cadavres là où il n'y en a pas, et à ce moment-là il faut que j'aille me faire soigner, ou bien il y a effectivement des cadavres dans les nymphéas, et la bonne nouvelle c'est que des cadavres il y a. Voilà, je ne suis pas fou. Et alors justement, si on reprend ces cadavres les uns après les autres, on parlait d'abord du contexte dans lequel les nymphéas ont été... Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur le contexte de la Première Guerre mondiale et en quoi est-ce que ça a influé finalement sur le travail pictural de Monet? Alors, évidemment, donc je commence mon enquête sur les nymphéas et la première chose que je regarde, alors là c'est là où je prends mon costume d'inspecteur Colombo, qui chez moi s'appelle Bimor, puisque dans mon précédent livre, j'avais, pour les besoins d'une enquête sur une ancienne mannequin qui s'est laissée mourir de faim, et qui a écrit le journal de son agonie en même temps qu'elle se laissait mourir de faim, et cette enquête, voilà, ça a été génial d'enquêter sur cette histoire. J'ai dû monter une agence de détectives qui s'appelle la Bimor et Investigation, avec un détective en chef, Bimor, Baltimore, enfin, la contraction de Bimor, qui ça veut dire aussi fais mieux, soit meilleur. Enfin, voilà, il y a une sorte d'injonction comme ça dans ce nom. Bon, type de 60 ans, enfin, voilà, qui a de moins en moins de cheveux, quasiment plus. Et il a une petite assistante, et bien évidemment, comme tout bon détective, qui s'appelle Penny. Et voilà. Et donc, le livre, voilà, le prologue, je reprends ces deux personnages, voilà, et donc c'est Bimor, parce que c'est moi qui ai eu ce malaise à l'orangerie, cette espèce de syndrome de Florence inversé. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le syndrome de Florence. La foule en délire. Le syndrome de Florence, c'est une page très célèbre. Alors c'est un syndrome réel, hein, que les psychiatres ont référencé. C'est un trouble psychosomatique qui saisit quelqu'un devant la beauté. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sentent mal en voyant des choses tellement belles que voilà, ils ont des troubles, voilà, et c'est dans le DCIM, enfin, voilà, c'est un trouble référencé et voilà, que les psychiatres peuvent éventuellement guérir. Bah, après, je ne sais pas s'il faut vraiment guérir l'émotion qu'on peut avoir envers la beauté. Mais alors, moi, j'ai eu la curiosité de regarder la page où Stendhal raconte ça. Et donc, ça se passe à la basilique San Croce. Et quand vous lisez ce passage-là, vous vous rendez compte que d'abord, avant d'éprouver ce choc pour la beauté, il passe devant quand même des cercueils. 4 cercueils, dont celui de Michel-Ange, de Canapa, etc. Et qui en fait, son émotion, je pense maintenant qu'elle est plus proche du syndrome de l'orangerie que d'un véritable syndrome de Florence. Mais bon, ça reste entre nous, hein. Voilà, donc en tous les cas, c'était moi qui éprouvait ce malaise à l'orangerie, et à partir du moment où il s'agit d'enquêter, et si l'orangerie est une scène de crime, bah, à ce moment-là, j'ai repris mon personnage de détective, et c'est lui qui va enquêter. Et bien évidemment, la première chose au moment d'enquêter, c'est quoi les nymphéas, quand ça a été peint, qui était Monet à ce moment-là. Bon, il avait 74 ans, d'accord, c'était l'information. Et première surprise, Monet entame son travail, on le sait, par une lettre qu'il écrit à un de ses amis qui s'appelle Geoffroy. Il démarre ses nymphéas le lendemain de la déclaration de la guerre. Et il les donne à l'État français, via son grand ami Clémenceau, le lendemain de l'armistice. Il dit, je donne, voilà, tiens. Et alors, donc là, c'est c'est une petite surprise pour moi qui ne suis pas du tout spécialiste de Monet ni de la peinture, je ne suis pas historien de l'art, enfin voilà, donc mon enquête avance au gré de mes propres découvertes. Et donc là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que Monet peint pendant le temps de la guerre. Et là où il y a encore un petit truc bizarre, c'est que son fils est sur le front. Et quand vous allez à l'orangerie, et même la réputation que l'on a des nymphéas, c'est que c'est un culte, bon, alors voilà, c'est un chef-d'œuvre impressionniste, hein, c'est la joie de la nature, le culte de la beauté, des couleurs, le temps qui passe et comment capter l'éphémère. Voilà, c'est aussi une œuvre, dit-on, pacifiste, voilà, on est dans un centre de méditation et qui a été conçu aussi pour créer une méditation intérieure, voilà, un lieu de réflexion. Et quand vous allez à l'orangerie, c'est vraiment
quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est un espace tout à fait étonnant où vous voyez un grand panneau devant vous et en même temps vous en avez un derrière vous, ce qui fait que on ne peut pas embrasser l'œuvre d'un seul regard. Ce n'est pas possible. Il y en a dans l'autre salle, il y a 2 salles en ogive et tout ça, donc c'est quelque chose qui déjoue complètement le regard que l'on peut avoir sur une œuvre d'art, puisqu'on ne le voit jamais dans son entier. Donc c'est une œuvre qui organise son propre manque. Donc on peut s'asseoir, regarder, on peut avancer, longer les panneaux, se reculer, voilà, c'est tout à fait étonnant. Et on considère que la réputation, enfin moi c'est ce que j'ai découvert et qui va à l'encontre totalement de mon sentiment, c'est que c'est une œuvre voilà, qui plaide pour la paix, pour le pacifisme et tout ça, et moi je pense tout le contraire. C'est-à-dire qu'on considère que Monet aurait peint pendant la guerre les nymphéas pour fuir la réalité affreuse que créait la guerre pendant 4 années. Et moi je crois tout le contraire, je pense qu'il a absolument il a peint la guerre sans jamais la représenter. À travers les nymphéas, il peint la guerre, il peint ses angoisses, l'angoisse que son fils soit blessé ou tué sur le front, à tel point qu'il y a des panneaux, on pourrait imaginer que ça, ce sont les marais de Saint-Gon, ou ça, c'est le chemin des dames, tellement il y a du tumulte aussi dans ces nymphéas, et qu'on est très très loin de l'idée de quelque chose d'apaisé, de serein, et qui serait en marge des horreurs de la vie, parce qu'en fait, il a infusé toutes les horreurs de la guerre dans ces nymphéas. Voilà. Donc ça, c'était le premier choc. Et à ce sujet, vous reprenez une expression de Bachelard, qu'il utilise pour parler du travail de Poe, Edgar Allan Poe, la mort fardée des couleurs de la vie. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette expression et en quoi est-ce qu'elle s'applique précisément aux nymphéas de Monet? Alors là, on a fait un saut dans le livre, parce qu'en fait, l'enquête se déroule au fur et à mesure de mes propres découvertes. Donc, alors effectivement, Bachelard va aller voir les nymphéas en 1947, après la guerre. Et lui, alors j'étais content parce que je ne suis pas le seul à avoir souffert du syndrome de l'orangerie, à avoir éprouvé un malaise un peu morbide devant les nymphéas. Lui sort de là en disant qu'il y a effectivement quelque chose de morbide et il impute ça au fait que les eaux dormantes. Voilà, il y a quelque chose, voilà, donc c'est très beau en surface, hein, les nymphéas, c'est les couleurs, etc. Mais il y a quand même tout ce fond opaque, et qui est un fond d'inconscient, d'une certaine façon, c'est une métaphore de l'inconscient, hein, c'est-à-dire en surface, voilà, la conscience est très belle, enfin, voilà, elle maîtrise très bien, mais voilà, les racines, il y a quelque chose, c'est une eau dans laquelle personne n'a envie de se baigner, en fait. Donc c'est quoi une eau dans laquelle on n'a pas envie de se baigner, voilà. Et Bachelard s'appuie à un moment donné sur Edgar Poe. Et alors c'était rigolo parce que moi je ne m'attendais pas du tout à trouver d'abord Bachelard et puis ensuite Edgar Poe. Et effectivement Edgar Poe parle de c'est la mort fardée des couleurs de la vie. Et là, moi, ça fait tilt. Je me dis, c'est exactement le sentiment que j'ai. Le sentiment, donc, on va dire que dans le discours dominant, on va considérer que c'est la vie, mais en fait, c'est la mort fardée des couleurs de la vie. Voilà, donc il y a ce jeu-là. Et là où c'était tout à fait étrange, c'est que je me suis posé la question de savoir si Monet aurait pu lire Edgar Poe. Sachant que dans Genèse d'un poème, il y a une page entière et c'est tout le programme impressionniste est écrit noir sur blanc dans ce texte d'Edgar Poe, sur l'instantanéité, capter l'univers circulaire, voilà, la théorie de l'effet. Enfin, et vraiment, l'impressionnisme, on n'est pas sur la précision du trait, on est sur l'effet de la peinture, qu'il faut se reculer pour voir ça. Et tout est là. Donc je me pose vraiment la question de savoir, est-ce que par hasard, et ça me semblait totalement improbable. Et je vais découvrir, alors quand on mène une enquête, il faut avoir de la chance. Hein. Si vous n'avez pas de chance, voilà. Et je vais découvrir que Monet était un grand lecteur et qu'il avait une bibliothèque de 700 livres. À l'époque, hein. Aujourd'hui, ça semble peut-être pas beaucoup, 700 livres, mais à l'époque, il n'y a pas de livre de poche. Enfin, voilà, c'est 700 livres, une grosse bibliothèque. Et coup de chance, tous les livres, tous les ouvrages ont été référencés par un travail universitaire, et donc ils sont tous accessibles sur Internet. Je me précipite, et Monet a lu tout Edgar Poe. Et là, il y a des passerelles entre littérature, peinture qui se font. Voilà, donc ça m'éblouit. Et vraiment, j'ai trouvé des clés pour comprendre la peinture, parce que en fait, on ne sait pas voir
et a fortiori un tableau. On ne sait pas. Tout le monde a fait l'expérience. Vous allez dans un musée, vous voyez un tableau, et la première chose que vous allez faire, c'est regarder le cartel pour lire le nom du peintre, le titre de l'œuvre, l'année, tout ça. Puis après, vous revenez au tableau, vous dites « Ah oui, c'est un Velázquez, d'accord, c'est donc ça, Velázquez. » Et en fait, vous voyez le tableau à travers le mot Velázquez. Et à travers ces informations, donc à travers le langage. Et donc, vous perdez complètement de vue le rapport à la vision. Ce que vous voyez, c'est des mots, et vous essayez de faire coïncider ce que vous voyez avec les mots que vous avez en tête. Et moi, mon livre, il plaide pour l'idée, si vous avez une émotion devant un tableau, quels que soient les mots que vous avez en tête, essayez de mettre vos propres mots. Et même s'ils contredisent complètement les mots, voilà, moi j'arrive et je m'attends à voir féerie de la nature, beauté, couleur, temporalité, éphémère et tout ça. Et moi, les mots que je mets, c'est morbidité, cadavre, voilà, un truc pourri, quoi. Et voilà, donc ça va pas. Alors bien sûr, voilà, si je commence à dire ça, on va me prendre vraiment pour un fou. Ça va pas. C'est toi qui as un problème. Mais non, il faut tenir ferme la sensation que l'on a, parce que et la creuser et voir jusqu'où elle est pertinente. Si on est tout seul à penser ça et que ça n'a rien à voir avec l'œuvre d'art, ou est-ce que on a vu quelque chose de l'œuvre d'art. Et moi, petit à petit, je suis arrivé à la conclusion que les œuvres d'art ont un inconscient. Ça, je ne l'avais jamais pensé comme ça. Elles ont un inconscient, qui n'est pas exactement l'inconscient de l'artiste. Mais il y a un inconscient. C'est-à-dire qu'en conscience, et Monet lui-même, voilà, en conscience, il peint des nymphéas. Il est convaincu de peindre des nymphéas et que sa seule obsession, c'est de capter la lumière et les effets changeants de la lumière sur des fleurs. Voilà. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il peignait aussi autre chose que mon enquête va mettre à jour. Et cette autre chose est l'inconscient de l'œuvre. Et je ne suis pas du tout en train de détruire le mythe de Monet. Je suis en train de dire que si les nymphéas sont un chef-d'œuvre, c'est parce qu'ils sont nourris d'affects très profonds, de chagrin et de deuil qui sont ceux de Monet. Et il ne faut pas s'arrêter juste à la surface, qui dit, voilà, c'est un truc de la nature, c'est la beauté des fleurs, etc. Pardon. Donc, effectivement, je suis long, pardon. C'est parfait. Justement, c'est un grand récit, je trouve, sur comment on regarde une œuvre. Effectivement, vous dites, il faudrait accéder à sa propre voyance, précisément, oui. Pour apprendre à développer un regard muet, finalement, c'est-à-dire vraiment d'effet du langage qui nous empêche de voir et d'entrer vraiment en relation aux œuvres, et à l'inconscient, précisément, du tableau, et donc à tous ces cadavres qui sont derrière les nymphéas. Et parmi ces cadavres, on retrouve la figure centrale de Camille. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette figure? En quoi est-ce qu'elle nourrit l'inconscient morbide des nymphéas, mais aussi en quoi est-ce que finalement sa disparition va transformer la peinture de Monet, notamment en le poussant à travailler la série? Non, mais c'est toujours rigolo parce que quand on parle des livres, on en parle en commençant par la fin, par le fait qu'on l'a lu. Et donc c'est toujours compliqué parce que moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai écrit. Donc moi, la conclusion, elle est à la fin. Elle est... Bon, bref. Non, mais c'est compliqué de parler des livres. Je suis bien placé pour le savoir. Il y a deux mauvaises façons de parler des livres. Voilà. La première façon, c'est de parler du sujet du livre. Et 9 fois sur 10, c'est le sujet de société. Donc on va parler, alors Monet, l'impressionnisme et tout ça, voilà, et du coup on ne parle pas du livre, on parle de Monet. Et moi ça me déplaît souverainement, parce que moi c'est un livre, et la meilleure preuve c'est que si on demande à 10 écrivains d'écrire sur les nymphéas, vous allez avoir 10 livres différents. Donc c'est bien la preuve que c'est le livre qui fait le sujet et non pas l'inverse. Or, la façon qu'on a de parler des livres, c'est de dire que c'est le sujet qui fait le livre. Non, c'est le livre qui fait le sujet. Voilà, ça c'est... moi j'y crois à mordicus. Et puis l'autre mauvaise façon de parler des livres, c'est de parler de l'auteur. Alors si l'auteur est sympa, je ne sais pas, s'il a un grand chapeau comme Amélie Nothomb, voilà, donc là, le livre doit être sympa, si l'auteur est sympa. Et là encore, on ne parle pas de littérature. Donc ça m'agace. Bon, bref. Je disais quoi ? Tu suis ou pas? Alors si, sur Camille. Donc là, on a fait un bon... on a juste sauté un truc.
c'est que je pense qu'on sent, quand on lit le livre, que dans les 50 ou 60 premières pages, moi-même ne suis pas totalement convaincu par le bien fondé de ma démarche. Je pense que ça se sent, que je doute. Et j'ai beau trouver quand même la guerre, ok, donc ça fait quand même 9 millions de morts, hein, ce qui fait quand même beaucoup de nymphéas, donc je suis content. Et puis il y a son fils, et puis il a perdu son fils 6 mois avant la déclaration de guerre, donc ce chagrin-là, il est aussi. Donc je trouve quand même des cadavres, et il y en a. Mais je trouve que c'est un peu facile jusqu'à ce que je me pose une question, parce que je me rends compte, et ça c'est l'enquête qui m'amène à comprendre ça, que en fait Monet, c'est pas qu'il a peint des nymphéas, c'est qu'il a peint énormément de nymphéas, c'est-à-dire à peu près 400 tableaux. 400 tableaux, c'est-à-dire plus du tiers de toute son œuvre. 400 tableaux pendant 30 ans. Et là, il se passe un truc, et il en parle comme d'une obsession. Et là, je me dis, là, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que Cézanne n'a pas peint 400 fois la Sainte Victoire, Vinci a mis 4 ans seulement à peindre la Joconde. Enfin, voilà, là, il se passe quelque chose de très particulier entre l'homme Monet, le peintre Monet, et les nymphéas, son sujet. Voilà. Et se poser la question de... Et donc, du coup, je me pose une question absolument stupide, mais que personne ne se pose. Voilà, comme si c'était un fait acquis que Monet avait peint des nymphéas. Et alors, où le problème, ben non, c'est quoi un nymphéa? Je me pose cette question vraiment triviale, quoi. C'est quoi un nymphéa? Et se poser cette question, c'est en poser 3, en fait. Donc, c'est quoi la plante, le nymphéa? Alors, moi, j'y connais rien, mais donc j'ai fait des recherches, et sur un plan, en termes de botanique, c'est une plante tout à fait remarquable, tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elle a un destin évolutif qui n'a rien à voir avec le destin des autres plantes. Je ne vous en dis pas plus, vous lirez ou pas. Voilà, mais au moins, préservons un peu le mystère, je ne veux pas tout vous dire. Hein. L'autre chose, l'autre question qui se pose, c'est c'était quoi un nymphéa du temps de Monet? Parce que pour nous, les nymphéas, ce sont ceux de Monet. C'est cette beauté de la nature, des fleurs, etc. Mais or, je découvre que du temps de Monet, les nymphéas ont une réputation exécrable. C'est-à-dire que c'est une fleur plutôt détestée. Alors là, je tombe un peu sur le cul, parce que déjà, je m'attendais à tout sauf à ça. Et, et on le sait depuis Pline l'Ancien, et même les paysans, voilà, la question est, est-ce que Monet savait? Oui, il savait, parce que même les paysans à Giverny ne voulaient pas qu'il plante de nymphéas. Alors, je ne vais pas dévoiler le truc, mais si jamais vous êtes amoureux, mieux vaut que vous ne preniez pas d'infusion de nymphéa. Voilà, je ne peux pas mieux dire. Je pense que c'est voilà. Donc, c'est cette plante-là qui a un destin évolutif très particulier. Et Monet savait, hein, parce qu'il était vraiment très très calé en horticulture, il avait des dictionnaires entiers de botanique, etc. Et c'était vraiment sa deuxième passion, voire peut-être même sa première passion. Voilà, les plantes, la culture, voilà, Giverny en témoigne. Et puis qui a une très mauvaise réputation, et c'est cette plante que Monet va peindre. Et là, c'est à partir de là où je me suis dit que le livre décollait. Là, j'ai été convaincu du bien fondé de ma démarche, parce que là, il y avait trop de choses. Alors, la dernière question, c'était quoi un nymphéa pour Monet? C'est-à-dire, qu'est-ce que lui, psychiquement, picturalement, avait pu investir sur cette plante qui a un destin évolutif tout à fait étonnant et qui, en plus, est assez pourri en termes de réputation. Voilà. Donc là, l'enquête, pour moi, voilà, j'ai su que le livre irait à son terme, parce que là... Et le livre, je pense qu'on sent que le livre s'emballe. C'est-à-dire que je ne vais pas arrêter de faire des découvertes, d'aller de découvertes, parce que je suis sur... La clé, c'était les nymphéas. C'était pas juste le contexte. Il y a un contexte. Alors, on arrive à Camille. Merci de ta question. Donc, il y a un contexte, hein, comme nous tous, hein, Monet est pris dans un contexte historique et social et sociétal. Donc, voilà, la guerre, et puis aussi le début du capitalisme, et voilà. Et puis, il a un contexte personnel. Et effectivement... je vais tomber, alors je ne vais pas trop en dire parce que c'est quand même un peu le cœur du livre, mais voilà, il a aimé une première femme qui s'appelle Camille Doncieux et avec qui il a vécu toutes ces années de galère. Donc elle était modèle pour Renoir, Manet et Monet. Ils vont s'aimer, ils vont faire un enfant. Les parents de Monet, qui sont des bourgeois étriqués, qui voudraient que leur enfant ne soit que devienne un bon commerçant comme eux, voilà, ils vont répudier Camille.
ils vont vraiment galérer. C'est-à-dire qu'à tel point qu'il y a plein de fois, ils sont forcés de quitter l'hôtel où ils habitent ou l'auberge où ils ont un meublé en catastrophe parce qu'ils ont des arriérés, ils n'arrivent pas à payer le loyer, etc. Donc ils ont vraiment connu la pauvreté, parfois presque la misère, tandis que lui peint et elle essaye de faire... Voilà. Et elle va tomber malade. Alors quand je dis que Monet l'aime, alors moi je ne suis pas dans la tête de Monet, je ne suis pas dans son cœur ou dans ses sentiments ou dans ses désirs, mais en tous les cas, on peut dire, donc il n'est pas question que je me substitue et que je joue le pathos ou le sentiment. Par contre, on peut dire que quand il peint une femme, c'est toujours Camille. Donc là, il y a quand même quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'il y a un grand tableau, par exemple, qui est très connu, qui s'appelle Femme au jardin. Il y a 3 femmes et c'est 3 fois Camille. Donc pour Monet, Camille est toutes les femmes et toutes les femmes sont Camille. Voilà. Et sur un plan de la peinture, Camille est, moi je ne sais pas si l'homme Monet a jusqu'où il a aimé ou désiré Camille, mais on peut dire qu'en termes de peinture, il l'a vraiment aimé. Et il n'a aimé qu'elle même, puisque quand il va se remarier après avec Alice, il ne peindra jamais Alice. Et quand Camille va mourir, parce qu'elle va tomber malade, il ne peindra plus jamais de femme. Donc là, il y a quelque chose qui se noue entre Monet, Camille et la peinture. Voilà. Et alors après, il faut regarder ce qui se passe dans... T'as une autre question, je pense, maintenant. Mais qui est très lié, puisqu'il y a un tableau majeur que tu décris, oui, vraiment qui m'a beaucoup marqué, Camille sur son lit de mort. Et tu dis à son sujet, précisément, personne n'a peint la mort de cette façon. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce tableau? Qu'est-ce qui le rend si intéressant et fondamental? Mais ça m'embête, moi, parce que c'est des trucs que je découvre. Alors là, vous avez tout là qui arrive. À Orsay, il y a un tableau qui s'appelle donc Camille sur son lit de mort. Et c'est un tableau que peint Monet le jour où Camille décède dans la petite maison de Véteuil où il habite. Voilà. Et je vous conseille d'aller le voir. Et je vous conseille de lire mon livre parce que vous comprendrez que... Non, mais j'ai vraiment pas envie d'en parler parce que c'est là où ça se noue, quoi. Enfin, où quelque chose se noue picturalement et affectivement chez Monet. Et je ne sais pas qui lira le livre, mais là, c'est vraiment... parlons d'autre chose. Alors, on peut peut-être parler de cet épisode où tu te rends à Giverny et où il y a ce moment très particulier où tu fais une visite juste avant. Tu fais une visite à Auschwitz puisque tu es invité à... Alors, moi, j'adore ça. Et à chaque fois dans les librairies... Non, pardon, mais c'est vraiment rigolo parce que donc ce mot-là, il est glissé dans la phrase. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit. Et voilà. Et alors, c'est comme si, pas de bruit, quoi. Enfin, je veux dire, à côté, donc, tu vas à Giverny, et puis justement, tu es allé à Auschwitz. Voilà. Et tu as raison, hein, évidemment, tu as raison. Voilà. Donc, effectivement, pardon. Et donc, il y a un passage qui dure plusieurs pages où tu superposes, tu fais se rencontrer précisément tes impressions de cette rencontre, de cette visite à Auschwitz, et puis celle de Giverny, qui se superposent dans le même passage et dans les mêmes phrases. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur cet épisode? Alors, moi j'ai une façon d'écrire, c'est que je suis dans le présent de l'écriture et que les choses qui se passent, ma vie devient le livre que j'écris, le livre que j'écris devient ma vie, et voilà. Il se trouve que, évidemment, je devais aller à Giverny, évidemment, pour comparer les nymphéas de l'étang de Giverny avec les nymphéas de l'Orangerie, en intuitant que ça n'avait rien à voir, et de fait, ça n'a strictement rien à voir. Je pense que les gens préfèrent d'ailleurs les nymphéas de Giverny aux nymphéas de l'Orangerie. Bon, bref. Et il se trouve que, alors, ça je ne le dis pas parce que c'était vraiment anecdotique, mais mon précédent livre a eu le prix Goncourt de la Pologne. Et donc j'ai été invité, 1 an plus tard, mon livre étant traduit, à présider le nouveau prix Goncourt de la Pologne. Et donc, je suis invité à Cracovie. Et pour des raisons de date, c'est-à-dire que Giverny ferme fin novembre, pour ne rouvrir qu'en mars. Et donc, il était important que j'aille vraiment en novembre, parce que j'étais en pleine écriture et je ne pouvais pas attendre mars pour aller à Giverny. Donc, je réserve le dernier week-end de novembre, voilà. Et 3 jours plus tôt, une semaine plus tôt, mais voilà, j'étais à Cracovie.
Et quand on est à Cracovie, en tous les cas, moi, c'est ce que je pense, il faut avoir une bonne raison pour ne pas aller à Auschwitz, qui se trouve juste à 1 heure de route. Quand je suis à Paris, je n'ai aucune raison d'aller à Auschwitz. Vraiment, strictement aucune. Mais quand je suis à Cracovie, il faudrait que je... Voilà. Et donc, je vais à Auschwitz et me retrouvant à Giverny 3 jours plus tard, bien évidemment, j'avais en mémoire ce que j'avais vu à Auschwitz. Voilà. Alors, cette séquence-là, c'est un peu c'est un peu le cœur nucléaire du livre, hein. Parce que la question se pose de savoir, mais alors vous lisez un livre sur les nymphées Monet, vous vous retrouvez à Auschwitz, compliqué quoi. Et il y a plein de gens qui l'ont lu en disant oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et moi-même, je sais qu'il se passe quelque chose. Hein, voilà. Et la question, c'est comment en parler, parce que c'est pas si simple. Mais c'était totalement lié au projet du livre, et je le découvre en même temps que je l'écris. Hein. C'est-à-dire que quand je vais à l'orangerie, j'ai en tête plein de mots, hein, beauté, nature, couleur, etc. Et c'est pas ça que je vois. Et quand je vais à Auschwitz, j'ai un mot en tête, c'est la Shoah, et je pense que je vais voir la Shoah, et la Shoah, on ne la voit pas. Je suis désolé, mais ce n'est pas ça qu'on voit. On voit la mémoire c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu muséal, hein, voilà, qui essaye de mettre en scène cette mémoire d'Auschwitz, mais la Shoah, on ne la voit pas. À tel point que le premier truc que je raconte, c'est on passe, on est à côté du bloc 11, on passe devant un poteau, et un poteau, qu'il soit à Auschwitz ou qu'il soit ailleurs, c'est un poteau, et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient vous expliquer que c'était là qu'on pendait les prisonniers en les écartelant jusqu'à ce que leurs membres tombent, et ça pour les punir, en fait, vous ne voyez rien. Donc là, vous avez besoin des mots. Donc c'était complètement lié au projet même du livre, qui est qu'est-ce qui se passe entre qui a-t-il à voir, quel mot mettre, quel mot... voilà. Et moi, je vais être sidéré par ce que je vais voir. Et non seulement ce n'est pas la Shoah, mais il y a des choses à voir. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire, voilà, si vous lirez ou pas, mais il y a des choses qui, moi, m'ont consterné. Voilà. Et je ne parle pas des touristes et tout ça, qui d'ailleurs se comportaient très bien la fois où j'y suis allé. Il y a des choses dans la mise en scène d'Auschwitz que j'ai trouvé très... Bon, bref, vous verrez. Donc il y avait ça, ce lien entre que voit-on, qui a-t-il à voir et quel mot mettre. Déjà, ça m'intéressait beaucoup. Et puis, moi, je suis très poreux, enfin, au contexte dans lequel j'écris. Alors, je vais faire une petite parenthèse, le livre est bourré de parenthèses, mais je vais faire un petit retour en arrière. En 1914, lorsque Monet démarre ses Nymphéas, au même moment, un mois plus tard, puisque c'est juillet 14, la déclaration de la guerre, et un mois plus tard, le 2 août 1914, Kafka note dans son journal « Aujourd'hui, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie, point, après-midi, piscine ». Et moi, cet après-midi piscine, il est merveilleux. Je pense que c'est une solution individuelle tout à fait valable. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je me sens totalement impuissant dans les temps d'aujourd'hui. Je ne peux rien faire, je ne peux pas intervenir sur ce qui se passe au Moyen-Orient, contre le Hamas, contre Netanyahou, contre Poutine, contre Trump, contre toute cette merde, excusez-moi, voilà, et qui m'angoisse et devant laquelle je me sens terriblement impuissant. Et face à cette actualité mortifère du monde, Kafka oppose une actualité de vie individuelle. Et je trouve ça merveilleux, parce que opposer d'autre à ça, désespéré dans son coin de tout ce qui se passe? Eh ben non, allons à la piscine, allons nager, allons nous faire du bien. Et ça, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Donc je termine ce passage en disant, pour moi, dans le contexte actuel, et précisément dans ce contexte actuel, c'est après-midi, Monet. Voilà. Voilà, c'est simple. Voilà. Donc, parce que la littérature, c'est quand même une force de vie contre les pulsions de mort. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais cette prise en compte du contexte me rattrape au moment où je reviens d'Auschwitz. C'est-à-dire que quand j'écris ce passage-là, tout le livre est traversé par... Alors, si vous devez retenir une seule chose de ce que je suis en train de dire ce soir, c'est une phrase qui traverse tout le livre et qui revient à plusieurs moments. C'est une phrase de Ludwig Wittgenstein, philosophe autrichien, qui, en 1917, sur le front aussi, alors lui, il est côté allemand, hein, mais il est sur le front russe côté allemand,
écrit pour son Tractacus, enfin un livre de philosophie qu'il est en train d'écrire, les limites de mon monde, non, les limites de mon langage sont les limites de mon monde. Je répète, les limites de mon langage sont les limites de mon monde, et je peux même la faire à l'envers, les limites de mon monde sont les limites de mon langage. Et ça, cette phrase m'accompagne depuis que j'ai découvert cette phrase, qui me semble être une clé indispensable, ne serait-ce que pour la littérature. C'est-à-dire que plus j'ouvre mon langage, plus mon monde s'ouvre, plus je rétrécis mon monde, plus mon langage s'appauvrit. Et on est quand même dans des temps d'appauvrissement du langage. Donc voilà, cette phrase-là rythme assez souvent, je m'amuse à la mettre un peu à toutes les sauces. Et la séquence, qu'on va appeler ça la séquence Auschwitz, ça me rattrape, et elle est rythmée par un autre petit leitmotiv qui est les nazis sont de retour. Voilà, donc je le dis une fois, 2 fois, 10 fois. Je dis même que les nazis ont toujours été là. Enfin, ils ne sont jamais partis. Voilà, donc je fais ce petit... Voilà, pour prendre en acte ce qui se passe aujourd'hui. Alors je précise, les nazis, c'est pas une histoire politique, c'est pas d'être de gauche ou de droite. Je parle des nazis de gauche, de droite, de la ville et de la campagne. Enfin, c'est juste des gens qui considèrent que quand il y a un problème, il faudrait zigouiller une partie de la population. Voilà. Pour moi, c'est ça un nazi. Voilà, donc je suis contre ça. Et c'est pas une histoire d'être de gauche ou de droite, je précise. Et donc... alors, ça commençait à faire beaucoup de choses il y a un lien entre qu'est-ce que l'on voit pas la Shoah, mais on voit autre chose, et c'était intéressant. C'était, dans ce contexte actuel, oui, parler de Auschwitz, c'est pas mal aussi. Et puis, il y avait alors, à ce propos, je vous recommande un petit livre de Didier Huberman, qui s'appelle Écorce, où il raconte sa visite d'Auschwitz, et c'est vraiment remarquable, c'est tout petit, mais voilà. Moi, je l'ai lu après, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé et qui me l'a fait connaître. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Et je tombe sur Nuit et brouillard. Ça commence à faire beaucoup de films, entre Jean Eustache, Blow Up, Nuit et brouillard, bon bref. Nuit et brouillard, donc Alain Resnais, 1956. Et le film est une petite machine de guerre pour dire que 10 ans après la fin de la guerre, l'ouverture des camps, etc., tiens, l'inhumanité pourrait revenir. Pas seulement l'antisémitisme, l'inhumanité. Voilà. Et donc, il fait ce film, Alain Resnais fait ce film, et avec un texte de Jean Quérol, résistant, communiste, voilà. Et c'est tout à fait... je revois le film, et le film s'ouvre par de très lents travelling de Auschwitz, et surtout de Birkenau. C'est-à-dire qu'on voit... parce que Birkenau, autant Auschwitz n'est pas du tout impressionnant, on a l'impression que c'est un collège anglais qui a été déserté, autant Birkenau vous saisit par l'ampleur du... Voilà, il y a quelque chose d'épouvantable. Et donc, ce sont des très lents travelling sur Birkenau, avec le texte de Jean Quérol. Alors, je vais vous lire le passage, ça, si vous voulez bien. C'est page 180. Mais le film Nuit et brouillard d'Alain Resnais s'ouvre sur de lents travelling du camp d'Auschwitz avec la voix de Michel Bouquet. Alors bon, désolé, je suis moins bon que Michel Bouquet. Lisant le texte écrit par l'ancien résistant Jean Quérol, et je cite: « Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe, même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances avec une foire et un clocher peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. » Jean Quérol aurait pu ajouter « même de magnifiques nymphéas flottant dans la lumière d'un merveilleux bassin », comme quoi il n'y a peut-être pas si loin de la beauté à l'horreur. Et pour moi, cette façon d'entremêler la visite à Giverny et la visite, c'était faire se répondre la folie de la mort d'Auschwitz avec la folie de la vie à Giverny. Parce que quand on va à Giverny, je ne sais pas si des gens sont allés à Giverny, mais c'est du délire. C'est une profusion de fleurs, mais ça vous saisit, et c'est un délire de vie. Mais c'est quand même un délire, mais du côté de la vie. Voilà, donc tout ceci faisait que, oui, entre le délire de la vie et le délire de la mort, il y avait des passerelles, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette folie
du jardin de Giverny? Qu'est-ce qui est si délirant précisément de cette... Bah, c'est trop. Il y a trop de fleurs. Il y a une saturation. Non, mais c'est magnifique. Hein, tout le monde. Mais je pense que ce qui saisit tout le monde, c'est waouh, putain, partout. C'est une espèce d'efflorescence. C'est un délire, quoi. C'est un vrai délire, quoi. Et alors, puis toute l'histoire, elle est rigolote. C'est-à-dire que donc c'est le clos normand parce que exactement comme à l'orangerie, il y a 2 salles, il y a 2 parties dans le jardin Giverny. Il y a une première partie qui s'appelle le clos normand et qui est juste devant la maison et qui est ces floraisons, voilà, partout. Et puis après, vous passez un petit pont, un petit souterrain, tout ça, et puis vous allez de l'autre côté, et c'est là où il y avait où il y a le bassin, l'étang avec les nymphéas. Et même l'étang, il est divisé en 2 parties. Enfin voilà, il y a une sorte de structure. Mais moi, le sentiment ça m'a saisi, c'est-à-dire que quand je regarde ça, moi, avant même je pense que c'est quelque chose que j'ai d'abord ancré en moi et que je cultive en tous les cas dans mes livres, c'est que avant de juger, avant de trouver ça beau, pas beau, laid, voilà, d'abord, il y a un sentiment de surprise. D'abord, l'étonnement. Je pense que l'étonnement est à la base de tout. Après, on recouvre cet étonnement parce qu'on ne peut pas rester dans cet étonnement. On va mettre des mots, on va juger, on va dire que c'est bien ou c'est pas bien, que c'est nul, ou etc. Mais d'abord, l'émotion première, c'est d'abord, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà. Et moi, j'essaye d'ouvrir au maximum ce sentiment d'étonnement et de le nourrir en quoi est-ce que c'est si surprenant. Et voilà, donc cette profusion, c'est d'abord ce que j'ai vu. Avant même de recouvrir ce sentiment d'étonnement par « Waouh, c'est beau ». Voilà, d'abord, c'est étonnant. Et rester à ce niveau d'étonnement, moi, ça m'apporte beaucoup, quoi. Merci beaucoup, Grégoire. Ah, c'est fini? Je pense que, alors, non, c'est pas fini, mais on est à la deuxième partie de la rencontre et je pense qu'on peut ouvrir un peu la discussion parce que vous avez dit beaucoup de choses. Peut-être que le public a des questions à poser sur tout ce qui a été dit. On va passer à la deuxième question parce que la première est toujours compliquée. On est bien d'accord. Ah, bravo. Ah. On va vous apporter un micro. Pour arriver à une telle synchronicité entre votre vie, un sujet, est-ce qu'il y a beaucoup de livres comme ça que vous avez laissés de côté? Est-ce qu'on a l'impression que tout est clos, voilà, que tout est concentré, que tout résonne et se répond dans votre vie? Ça me fascine. Donc voilà, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants laissés sur le chemin? Je ne suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que je laisserais sur le chemin. D'autres livres que j'aurais pu écrire à la place de celui-ci? Oui, où vous n'auriez pas rencontré cette émergence. Ah, alors moi je ne prendrais pas l'histoire comme ça, je suis plutôt content que des choses suscitent, me mobilisent tout entier pour que ça donne des livres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, cette visite à l'orangerie, je pourrais presque dire que ça exigeait de moi que j'en fasse un livre. Et c'est rarement le cas, en fait. Moi, la meilleure façon que j'ai de parler de ça, c'est de dire, en fait, je tombe amoureux. C'est comme quand on tombe amoureux. Et vous ne tombez pas amoureux de n'importe qui, à n'importe quel moment. Il faut qu'il se passe quelque chose entre vous et la personne. Voilà, enfin, même si vous êtes tout seul, mais en tous les cas, vous choisissez cette personne parmi des millions d'autres, quoi. Voilà, donc, et s'il n'y a pas cette étincelle-là, moi, j'écris pas. Donc, je considère plutôt que j'ai de la chance d'être tombé, je ne sais pas, j'ai écrit 7 livres, c'est ça, 7 fois assez amoureux d'un sujet pour que ça donne un livre. Donc c'est plutôt comme ça que je le verrai. Ouais. Parce que moi je suis comme tout le monde, hein. Je mange, je bois, je vais aux toilettes, la politique m'effondre, les factures d'électricité, waouh, quand même, ok, voilà, il y a plein de trucs qui, voilà, comme tout le monde, voilà, il n'y a rien de, voilà. Et puis, à un moment donné, arrive, voilà, cette histoire des nymphages, je me lance, alors je continue de payer mes factures d'électricité, mais ça n'a plus aucune espèce d'importance, parce que j'ai beaucoup mieux à faire. J'ai à écrire un livre, et là, ça va prendre 10-12 heures par jour, et je suis
dans un état de vitalité, d'un seul coup, j'ai la possibilité voilà, d'utiliser la liberté d'être qui m'est donnée. Voilà. Et je me sens justifié. Moi, je gagne ma place au paradis en écrivant mes bouquins, quoi. Voilà. Et après, ce qui est compliqué, c'est quand... Alors, peut-être que c'est pour ça que j'écris des bouquins qui font 2000 pages ou 900 pages. C'est que je suis tellement bien dans cet état de vitalité que j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. Voilà. Bon, là, ça a duré que 400 pages. Et voilà. Parce que, en fait, ce qui est compliqué, c'est une fois que je retombe, simple mortel, voilà, et que du coup, les factures d'électricité me font râler. Voilà, mais je peux pas présumer voilà, de la prochaine fois. Peut-être qu'il y aura pas de prochaine fois. Je peux pas le dire. Je suis pas maître de ça, quoi. Oui, bonjour, excusez-moi, vous avez été peintre. Est-ce que ça a une importance, justement, dans déjà le choc esthétique que vous avez pu avoir, et puis surtout dans votre rapport au nymphéa? Parce que vous n'en avez pas du tout parlé, là, durant cette rencontre, mais j'imagine que vous n'avez pas le même rapport, justement, à la peinture que quelqu'un, précisément, qui se contente de... Ouais, alors, je ne suis pas convaincu, en fait, parce que je pense avoir assez peu parlé de peinture, c'est-à-dire parler du geste de peindre. Je parle très peu de la touche de Monet, par exemple, de ce que c'est qu'être peintre. Mais c'est vrai que pendant 10 ans, j'ai été peintre, pour une raison assez simple, en fait, c'est que la meilleure façon que j'ai de le dire, c'est que dans ma famille, ma mère prenait tout le langage. Parfois, c'est le père qui prend tout le langage, mais parfois, c'est la mère. Voilà, moi, la mère prenait tout le langage, et donc, pour quand même exister et m'exprimer, je faisais des dessins dans mes cahiers d'écolier. Et puis après, j'ai continué à faire des dessins. Et puis quand j'ai quitté mes parents, que je me suis installé, je me suis lancé dans la peinture. Et pendant 10 ans, j'ai fait de la peinture. Ça ne me donne pas une connaissance particulière de la peinture, d'autant moins que je pense que le travail que j'ai fait sur Monet, c'est surtout un travail sur l'image. Je pense que je parle plus des images, alors des images peintes, enfin de tableaux, et de ce qui se passe entre Camille sur son lit de mort, les nymphéas, la japonaise, etc. Parce que c'est à travers... J'aurais pas pu faire ce travail sur une peinture abstraite, par exemple. Parce que là, c'est pas pareil. Donc, mais peut-être qu'en même temps, c'est une espèce de lien que je fais avec cette vie d'antan, enfin voilà, que j'ai mis une porte et des scellés, et j'ai envoyé tout ça au fond de la mer. Tiens donc, la mer. Voilà. Oui. Vous avez une mère aussi. Un père peut-être. Donc voilà. Donc ça n'a pas joué plus que ça. Que dire d'autre? Il y a 2 questions ici. Alors, vous disiez que vous écriviez dans le temps présent, je ne sais plus l'expression que vous avez utilisée. À partir de combien de synchronicité? Enfin, je veux dire, là, ça a été tout de suite à partir du moment où vous aviez eu le malaise, ou il a fallu déjà trouver quelques pistes. Oui, alors c'est drôle parce que synchronicité, en fait, il y a un truc sur la synchronicité là ce soir. Vous êtes un peu synchrones là toutes les deux. Hein, okay. En fait, ça a été très rapide. C'est-à-dire que très vite, je me suis dit, là, il se passe un truc, quoi. Il y a quelque chose qui m'a appelé, je me suis dit, là, il se passe un truc, quoi. Donc très vite, j'ai commencé à écrire et à chercher. Et l'enquête et le livre ont marché de concert. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire une enquête, mais assez rapide. J'ai eu le début très vite. Et puis après, c'est l'enquête qui guide, c'est l'écriture qui guide l'enquête. C'est-à-dire que quand j'arrive, ok, la guerre, donc c'est le truc facile, ok, je découvre le fils, ok, qui est mort 6 mois avant, c'est pas rien quand même. Et puis tiens, il devient aveugle, ok, c'est pas rien. Et puis je découvre des trucs sur la forme et tout ça, enfin, vous direz, ou pas. Et en fait, c'est l'écriture qui m'amène à me poser la question des nymphéas. C'est quoi un nymphéa? Question que je n'aurais jamais préméditée. Voilà. Sur la guerre, c'était rigolo parce que, en fait, je suis assez content parce que les historiens de l'art ont plutôt validé le livre.
alors qu'on n'a pas du tout le même rapport. Je ne suis pas un historien de l'art, je ne fais pas un travail sur je fais pas une monographie de Monet, ou etc. C'est un travail pour aller chercher des cadavres dans un tableau, quoi. Donc voilà, je suis un peu loin des... Voilà, mais j'ai fait une très bonne une émission de Patrick Boucheron, je ne sais pas si vous voyez, sur France Culture, enfin voilà, sur la peinture et tout ça. Donc j'étais invité avec une éminente universitaire historienne de l'art qui s'appelle Laurence Bertrand d'Orléac, et dont je lis le livre, qui est un livre tout à fait remarquable, où pendant 200 pages, elle raconte Monet et la guerre, quoi, avec un prisme de Spengler, enfin, sur la décadence de l'Occident, etc. C'était son truc. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant 4 ans, Monet, il va parler de ses nymphéas, de ses grands panneaux, comme de grandes décorations. Il appelle ça ses grandes décorations. Et tout le monde entend le côté décoratif. Et ce pourquoi, encore aujourd'hui, on pense que il a peint des nymphéas pour fuir la réalité, pour être dans quelque chose de purement esthétique et pictural et serein, etc. Et moi qui cherche des cadavres, je comprends que Monet appelle ça ses grandes décorations, et bien évidemment, j'entends ce que ce terme a de militaire. Et quand Monet, en fait, donne ses tableaux à la France, c'est lui qui la décore. Ce qui nous change des artistes qui cherchent à être décorés par... Bref. Et quand je lis le livre, parce que j'en ai lu pas mal, et je me dis, mais c'est dingue, je suis le seul à avoir entendu qu'il y a un double sens dans le mot décoration. Il y a le côté décoratif et le côté militaire, surtout en temps de guerre, quoi. Et quand je lis ce livre qui est vraiment très érudit, où elle parle beaucoup des grandes décorations, en fait, à aucun moment elle fait le rapprochement. Et quand on s'est vu, elle a dit, mais comment j'y ai pas pensé, quoi. Voilà, donc ça m'a bien plu. Parce que de façon un peu présomptueuse, j'ai dit que je suis le premier à voir ça. Et en fait, je n'ai pas tout lu non plus, donc il y a peut-être quelqu'un. Mais en tous les cas, à ce jour, personne d'autre n'a vu que quand il parle des décorations, il y a aussi quelque chose de militaire. Mais parce que, encore une fois, je pense que on regarde les choses avec énormément d'a priori, enfin énormément de langage dans la tête, et que elle, quand elle écrit le mot décoration, elle n'a en tête que le côté esthétique. Elle est historienne de l'art. Et elle ne pense pas à autre chose. Et pourtant, elle travaille sur Monet et la guerre, quoi. Mais voilà, c'est câblé dans son cerveau que là, c'est de l'ordre de la peinture et c'est pas de l'ordre... Voilà, et que les nymphéas sont un remède à la guerre. Et pas du tout. Pour moi, c'est pas un remède à la guerre. C'est l'expression de la guerre. Qu'un grand artiste, un génie, voilà, arrive à mettre sous couvert de nymphéas. Voilà, c'est ça qui est formidable. Mais, une autre question ? Vous parlez d'inconscient du livre plus que d'inconscient de Monet. Et je voulais savoir où vous situez votre inconscient et l'inconscient collectif par rapport à tout ça. Alors, l'inconscient collectif, c'est celui qui nous fait voir Monet à travers le prisme de l'impressionnisme, de la culture, la nature. Voilà, c'est un conscient collectif. Après, je serais incapable de dire quel est l'inconscient collectif sur Monet. Le truc rigolo, c'est que, n'y connaissant pas plus que n'importe qui sur Monet, j'étais parti avec l'idée que Monet, c'était un peu comme le Victor Hugo de la peinture. C'est-à-dire que c'est une espèce de patriarche, voilà, qui est implanté dans la culture, enfin, voilà. Et grosse surprise pour moi de découvrir que en 1914, en fait, il y a déjà eu Kandinsky, Malevich, le cubisme 1907, Duchamp 1911, et qu'il y a toutes les avant-gardes, et que lui, il est retiré à Giverny, et il en a rien à foutre. Vous ne trouverez rien dans sa correspondance sur Kandinsky, sur les avant-gardes artistiques qui se déroulent au même moment. Et ça m'a vraiment troublé, parce que pour moi, il était avant les avant-gardes. Donc là, je pense qu'il y a un inconscient collectif pour nous faire croire qui nous dit que Monet est comme Victor Hugo, c'est 19e, quoi. Alors c'est tout le début 20e, quoi. Voilà, donc, alors, après... j'avais un petit fil de ma pensée, mais là, il vient de s'en aller. Après, c'était votre inconscient. Ah oui, voilà. Alors, comme je l'ai dit, mon enquête, elle est double. Hein. Elle est d'un côté sur les nymphéas et les cadavres. Allons chercher les cadavres dans les nymphéas, et il y en a. Et puis, pourquoi moi ? Pourquoi moi, je me connecte à l'inconscient des nymphéas. Et donc, donc, de temps en temps, il y a des choses qui me traversent. Et c'est, encore une fois, dans le temps de l'écriture, je me souviens, par exemple, que en classe de 7e, alors je ne sais pas, c'est CM2, je suis vraiment un boomer. Hein.
Eh bien, en classe de 7e, hein, je maintiens, il y avait un professeur de musique et qui s'appelait, alors je ne me souviens plus de son nom, mais que j'appelle Monsieur Primavera. Et il avait eu la bonne idée, entre 2 séances de torture de flûte à bec, de nous faire écouter les 4 saisons de Vivaldi, et notamment l'été. Et son idée, c'était, eh bien, je vais vous faire écouter un morceau de musique classique, voilà, et puis vous allez me dire ce que vous ressentez. Et donc on écoute l'été, et tout le monde dit, ah oui, on sent la joie, la nature, les petits oiseaux, la rivière, tout ça, c'est l'été, c'est le... Voilà, ok. Alors, petite parenthèse. C'est un truc assez connu, maintenant bien connu, mais si on vous fait boire du vin sans vous montrer la couleur, vous avez une chance sur 2 de vous tromper. C'est-à-dire de prendre un vin rouge pour un vin blanc et vice-versa. Ouais. Et là, bien évidemment, il nous présente, il nous dit c'est l'été. Ah bah oui, donc à partir de ce prisme, tous les copains et tout ça. Et moi, je suis Larry, et quand vient mon tour, je dis, moi je trouve que c'est super angoissant comme musique. Et bien évidemment, c'est un souvenir qui me revient, parce que je suis en train de travailler sur les nymphéas, bien sûr. Donc, et du coup, je vais un petit peu creuser cette séquence-là en me disant qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Donc je relis ça et je me rends compte que, en fait, c'était très compliqué dans ma famille, avec mes parents. Enfin, voilà, ma mère se jetait par la fenêtre régulièrement, enfin, elle s'ouvrait les veines, des trucs comme ça. Donc, et notamment dans les moments qui auraient dû être joyeux. C'est-à-dire anniversaire, Noël et tout ça, ça terminait quasiment tout le temps à l'hôpital. Et du coup, toute promesse de joie était assimilée chez moi à une angoisse que ça aurait dû être sympa et ça va terminer en carnage. Et quand j'entends l'été, et je pense que je perçois très bien ce qu'il y a de joyeux et d'heureux, mais je l'assimile tout de suite à la promesse d'une catastrophe à venir et de coups de hache dans le cœur. Voilà. Donc, et alors, si je parle de ça, c'est pour dire qu'en fait, ça n'a rien à voir avec mon syndrome de l'orangerie, parce que il n'y a rien d'angoissant, il n'y a pas de cadavre dans l'été de Vivaldi. Il n'y en a pas. J'ai un peu cherché, hein, quand même, par acquis de conscience, professionnel ou pas, quoi. Mais non, vraiment. Et quand il parle de choses dures, il fait l'hiver, quoi. Voilà. Donc cette double enquête me conduit de temps en temps à visiter aussi des réminiscences qui me viennent et qui auraient un lien avec le sentiment que j'ai pu avoir à l'orangerie. Et notamment, voilà, celui-ci qui était le plus proche, mais qui finalement n'a rien à voir, parce qu'aujourd'hui, je peux accueillir le bonheur de façon relativement sereine, quoi, sans imaginer tout de suite que ça va se terminer en carnage. J'ai un peu grandi, quoi. Ouf. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je suis derrière. Il y a dans votre écriture quelque chose de joyeux, de jaillissant, d'abondant, de libre, et c'est à se demander, enfin vous avez peut-être commencé à répondre, mais si vous connaissez l'angoisse de la page blanche, parce qu'on a l'impression que le robinet est toujours ouvert. Le robinet est toujours ouvert. Pardonnez-moi cette métaphore. Non, le petit robinet est toujours ouvert. Okay. Alors, vous avez raison, je ne connais pas du tout l'angoisse de la page blanche, mais pour une raison bien simple, c'est que je n'écris pas et je ne cherche pas à écrire. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais rêvé d'être écrivain, par exemple. Je ne comprends même pas qu'on puisse rêver d'être écrivain. Je comprends qu'on ait le désir d'écrire. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être écrivain. Écrivain, c'est une posture sociale, quand même. Donc, voilà. Donc, moi, je ne cherche pas à écrire des livres, et là, j'ai terminé, tout ça. Je suis dans le désœuvrement, ce qui n'est pas forcément confortable, hein, mais heureusement, je suis là, je viens parler avec des gens et tout ça, sympathique, donc c'est cool. Mais à un moment donné, je vais me retrouver, voilà, et s'il n'y a rien qui cogne à ma vie, je n'écrirai pas. Par contre, si quelque chose comme m'invite, alors là, les vannes, là, s'ouvrent, et parce que vraiment, c'est une espèce de vitalité. Mais je suis content que vous parliez du côté joyeux, parce que d'abord, moi, je considère que écrire, c'est
je sais pas, c'est du côté de la vie, quoi. Voilà, c'est une espèce de vitalité contre les pulsions, enfin, contre le monde morbide, voilà. Mais alors, et puis j'essaye de me faire rire et de m'enchanter, moi aussi. C'est-à-dire qu'en permanence, voilà, et si j'arrive à me faire rire, alors, ça me fait penser, c'est un truc de l'humour, à un moment donné, il y a une devinette dans mon livre. Parce que donc j'ai une petite idée, enfin voilà, que je vais jusqu'au bout, et à un moment donné arrive un mot qui est un mot tellement gros, tellement énorme, tellement connoté, tellement que si je le mets, je sais que le lecteur, il va dire « Ah bah oui, voilà ». Et en fait, ce mot va écraser tout mon propos. Donc je ne peux pas le mettre, et du coup, je le remplace par une petite devinette. Et moi, ça m'amuse, ça fait un jeu rigolo. Voilà, donc je vous dis la devinette. Détruit le vivant et crée des monstres, en 11 lettres. Détruit le vivant et crée des monstres en 11 lettres. Alors, c'est rigolo parce que donc l'agent de détective, la Bimor et Investigation, elle existe, hein, il y a eu des cartes de visite, et puis il y a une adresse qui était dans mon précédent livre, et donc les gens ont beaucoup écrit à Bimor et à Penny, surtout à Penny d'ailleurs. Bon, ça, ok. Et d'ailleurs, elle terminait souvent, on a répondu à tout le monde, vraiment, on répond à tout le monde, des devoirs professionnels, mais Penny souvent termine en disant ne trouvez-vous pas étrange quand même de correspondre avec un personnage de fiction? Quand même, non, ça ne vous pose pas de problème, bon, ok. Et il se trouve que ça, je n'avais pas du tout prévu, que les gens qui ont lu Le syndrome de l'orangerie et qui avaient l'adresse de la Bimor, bah, ils ont écrit. Ok, donc c'est du boulot, hein. Je vous jure, c'est du boulot. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Hein. Et du coup, des gens ont fait des propositions. Alors, sur votre devinette, là, 11 lettres, on vous propose confinement. OK, super. Alors, d'autres, ça a été zémorisme. C'était pas mal. Hein. Pas du tout le mot que j'avais en tête. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est génial parce que c'est exactement le projet du livre. Je fais une proposition et les lecteurs ou les lectrices vont mettre des mots à eux. Et c'est génial. Je sais pas, moi, j'étais vraiment ravi du coup de ces propositions. Et il y a Bracalabra, Illettriste, voilà. Et il se trouve que j'étais à Strasbourg, je crois que c'était Strasbourg. Et voilà, on était au moment comme maintenant sur les questions des gens qui étaient là, qui étaient présents. Et il y avait une petite dame qui était au fond et qui dit ah oui, il est bien votre livre, mais alors moi, j'ai pas aimé votre humour. Ok, voilà, pourquoi? Non, à un moment donné, là, sur les nymphéas, là, quand vous trouvez ce que c'est, vous dites qui le cru, tu cru? Non, ça va pas. Ok. Ben, que dire? Voilà. Et donc, je l'ai fait un peu parler. Je lui ai dit, mais vous savez que à un moment donné, il y a une devinette aussi, une devinette. Oui, détruit le vivant et crée des monstres en 11 lettres. Et là, vraiment, elle réfléchit, et vraiment en 5 secondes. Hein, elle dit, alors je lui ai dit, vous diriez quoi? Littérature. 11 lettres. Et je lui ai dit, écoutez, madame, si pour vous, la littérature, c'est ce qui crée des monstres et détruit le vivant, à ce moment-là, je comprends que vous n'aimiez pas mon humour. J'adore cette histoire que je replace maintenant tout le temps, mais je ne peux pas m'en empêcher, parce que vraiment, elle est trop bien, quoi. Voilà. Puisque vous évoquez les relations épistolières avec vos lecteurs, si vous me permettez un petit flashback, vous avez reçu beaucoup de schmilblick d'hommes et de schmilblick de femmes? Oh, il faut que vous me rafraîchissiez la mémoire, là. Les dessins? Ah, oui. Ah, personne. Ah, oui. Ah là là, vous êtes un lecteur. Voilà. Voici un monsieur qui aime la littérature, parce qu'il a lu les 2000 pages du dossier M. J'ai pas fini. Vous n'avez pas fini, ouais, ça prend du temps. C'est pas que c'est gros, c'est que ça prend du temps. Ah oui, mais non, personne. C'est incroyable. Incroyable cette histoire. Il faudrait faire une expo. Bon, là, on est un peu en trapifiou. Hein. Désolé, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein, vous n'avez pas lu. Hein, mais, en tout cas, merci pour cette générosité, parce que c'est un bonheur. Quoi. Bah, merci de lire. Hein, parce que le livre, il est bien sûr sur les nymphéas, mais il est aussi beaucoup sur le regardeur. Il y a un petit passage qui est très rigolo, enfin, que moi j'aime bien, entre Penny et Bimor. Ils ont une petite... À ce moment-là, Penny fait encore partie de l'histoire. Et donc, depuis Marcel Duchamp, hein, le regardeur, c'est le regardeur qui fait l'œuvre.
Voilà, tout le monde sait ça. Voilà, alors c'était très pervers très malin plutôt de la part de Duchamp, parce que c'était une façon de ne pas avoir à justifier ce qu'il avait fait avec ses ready-made. Donc il dit, de toute façon, c'est vous qui faites l'œuvre, c'est pas moi. Donc voilà. Alors, il faut savoir, c'est marrant parce qu'il faut savoir que toute la démarche de Duchamp procède d'une frustration immense, qui est que donc il y a les deux frères, peintres sculpteurs très connus, et quand lui veut exposer, avec eux, ses frères lui disent « toi, non ». Et vous ne pouvez pas comprendre l'acharnement de Duchamp à détruire l'art si vous ne comprenez pas la frustration que ces deux frères lui ont imposée. Voilà. Donc, il se désengage et il va se foutre de la gueule après de toute l'art, puisque vous ne voulez pas de moi, moi non plus, je ne veux pas de vous. Voilà. Bon, bref. Et donc, il y a un petit dialogue comme ça. Donc le regardeur, c'est le regardeur qui fait l'œuvre, c'est vous, voilà, on est en démocratie. Hashtag je vois ce que je vois et j'en suis fier. Vive nous. Voilà. Et Penny, à un moment donné, dit à Bimor, ouais, d'accord, ok. Mais si le regardeur est un gros con, s'il est fou, parce qu'il y a une façon de tout mettre sur le regardeur, une espèce d'impunité. Mais il ne peut pas y avoir d'impunité du regardeur. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est comme l'injonction, il faut aimer les autres. Mais quels autres? Il y a des gens que je n'ai pas envie d'aimer, quoi. Et puis qui ne m'aiment pas non plus. Voilà. Bon, bref. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire ça, mais je l'ai dit. Voilà. Mais s'il n'y a plus de questions, c'est une belle manière de conclure. Et je vous remercie vraiment, Grégoire, pour cette... Merci à vous. Merci beaucoup. Générosité ce soir, et puis vous pouvez vous procurer le syndrome de l'orangerie auprès de nos partenaires de la librairie Almora. Et juste un tout petit mot pour vous dire que ici ce soir, vous êtes dans une école de méditation, un réseau qui a été fondé par Fabrice Midal, et vous pouvez retrouver toutes les semaines des ateliers de méditation. Le prochain aura lieu le mardi 10 décembre, et celui d'après ce sera le mardi 17 décembre, ce sera moi qui guidera la pratique, donc vous pouvez tout à fait venir pour découvrir la pratique de la méditation. Voilà, simplement comment, par une certaine pratique, une certaine posture, on essaye de cultiver un sens de présence. Et donc la particularité de cette école, c'est qu'on le fait en relation, en dialogue avec la culture, des écrivains, des artistes, et avec le média Zone Critique, que je co-dirige avec Pierre Polygone, mon associé. Et donc vous pouvez tout à fait retrouver notre site, notre revue papier et notre collection de grilles juste à ce stand. Et puis, écoutez, moi je vous dis à l'année prochaine pour la suite de ces rencontres littéraires. Merci beaucoup. Et bonne fête.